Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Tu m'as fait peur un matin. Écoute, tu m'as fait peur. C'est drôle. Il y a quelques années, mais il y a plusieurs années de ça, j'avais lu une petite nouvelle dans un magazine américain où c'était des citoyens américains qui se réveillaient à un moment donné. Puis là, il y a l'armée qui débarque puis qui commence à tirer sur le monde partout. Puis les autres, ils ont peur, se demandent c'est qui, quelle force étrangère arrive, puis ils se rendent compte que c'est l'armée américaine. Oui, mais c'est l'armée américaine qui se bat contre l'ennemi intérieur aux États-Unis. C'est ça. L'idée de cette chronique, pour les gens qui l'ont pas vue, c'est l'armée américaine à la frontière du 51e État. C'est ce qu'on va en arriver là. Puis c'était assez surréel, ce discours qu'a donné M. Trump auprès de tous les... Parce qu'ils ont fait venir... Il était 800, hein? C'est la plus grosse réunion d'amiraux puis de généraux américains dans un même lieu comme de l'histoire. Là. Ils ont fait venir des quatre... Fait que, tu t'imagines, OK, il va annoncer une nouvelle politique de défense, puis c'était comme surréel. Là. Tout le monde a retenu le Peaks, le secrétaire de la Défense qui dit qu'il y en a marre des gros dans l'armée, là. Puis... mais... il veut des vrais hommes. Il veut des vrais hommes. Et puis M. Trump, c'est comme, là, il a laissé entendre qu'il va permettre à l'armée de s'entraîner sur les villes. Fait que là, tu dis, il envoie déjà la garde nationale. Mais quand tu te mets à déconstruire Parce qu'eux autres ont des terrains d'entraînement. Là, il a dit non, ils vont s'entraîner dans une ville. Non, mais ils vont servir des villes pour s'entraîner. Okay. C'est ça. Puis pensez-y, là, envoyer une armée contre sa propre population. Puis le pire, c'est que c'est pas nouveau. Hein? M. Trump l'a évoqué dans un article au Time Magazine le 20 avril 2024. Mais quand tu écoutes son discours dans son ensemble, il y a une immense cohérence. C'est que là, on n'est plus seulement en train de se servir de la garde nationale qui sert aux désastres naturels, puis tout ça d'habitude, pour contrer la criminalité dans les villes, comme ce qu'on a fait à Washington. Ce qui laisse présager, c'est qu'on va pouvoir envoyer l'armée parce que la guerre à laquelle les États-Unis sont livrés, c'est une guerre contre un ennemi intérieur et qu'il va falloir contrôler le territoire comme à l'époque de la conquête de l'Ouest, genre quand l'armée britannique partait à la guerre contre les bandits puis tout le reste. Là. Alors, c'est comme, c'est une... c'est un... Non, mais c'est comme le macartisme sur l'acide, parce que Joe McCarthy disait il y a un ennemi intérieur, les communistes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage à Hollywood, entre autres, parce qu'ils ont tout infiltré, puis tout ça. Donc, il y avait la commission, là. Mais tu sais, ils n'envoyaient pas l'armée. Là, ce que dit Trump, c'est que la situation est telle qu'il faut envoyer l'armée contre les communistes. Et pire que ça, il a annoncé dans ce discours-là, moi je ne le savais pas, qu'il a demandé la mise sur pied d'une force de réaction rapide au sein des forces armées américaines pour pouvoir les déployer rapidement en cas de civil unrest, donc de manifestation ou de contestation civile. Alors, ça, c'est son discours. Puis il dit aux généraux, là, écoutez bien, là, ça, c'est pour vous. Alors, ce qui est contraire complètement à la Constitution américaine, puis au bon sens d'une démocratie libérale où l'armée n'est pas supposée s'attaquer à ses propres citoyens. Mais dans le même discours, c'est la première fois où il revenait à la charge avec l'idée du 51e État. Depuis qu'il a rencontré Mark Carney, il dit « Ah, vous savez, je vais avoir mon Beautiful Golden Dome, qui est comme un système de défense antimissile, là, si vous voulez. » Puis il dit « J'ai dit au Canada qu'ils devraient, mais là, ils n'ont pas le goût. Mais dans le fond, s'il était le 51e État, ils l'auraient gratuitement. Mais ça va tellement mal au Canada en ce moment à cause de mes tarifs, là. Ils en arrachent vraiment. » Fait que tu comprends que sa lubie du 51e État, il l'a pas abandonné. Qu'elle passe, bien sûr, par la logique de mettre le Canada à genoux économiquement, ce qui nous permet de comprendre pourquoi les négociations sont tellement absconses et impossibles avec les États-Unis en ce moment. Mais pense que tu as un président américain qui dit à son armée qu'il envisage le jour où il va falloir les déployer dans des villes contre la population civile qui manifeste contre lui parce que c'est l'ennemi de l'intérieur.
C'est le même président qui dit qu'il craint qu'on va voler les élections de 2026. Alors, c'est comme s'il commence à préparer le terrain, à pouvoir déployer les troupes en 2026 s'il juge encore qu'on lui a volé l'élection. Mais à travers tout ça, le Canada travaille à tous les jours, main dans la main, au sein de NORAD, avec l'armée américaine, à la défense du continent. Donc, ça soulève deux choses. Dans quelle position est-ce que cette logique-là va finir par placer les militaires canadiens, qui sont comme qui pourraient éventuellement être coincés? Puis de deux, dans la mesure où il n'a pas renoncé à sa lubie, je dis pas dans ma chronique qu'il va envoyer l'armée à la frontière demain matin, mais moi, si j'étais dans les penseurs du gouvernement, de la défense stratégique du Canada, je me dirais, c'est plus quelque chose qu'on peut juger comme étant débile. Mais Parce que le débile d'il y a un an, il en parle sans gêne maintenant. Mais d'un coup, il perd ses élections. Il va encore, tu sais, quand tu as perdu tes élections, tu es toujours président là, pendant un certain temps avant que la passation de pouvoir. Là, il sait qu'il a perdu ses élections. Il est toujours président. Il est toujours le chef des armées. Il va pouvoir envoyer l'armée dans les États qui ont voté démocrate. Parce que dans la cause en Cour suprême là, sur son droit à l'immunité ou pas, là, sa capacité de pouvoir exercer un coup d'État contre les États-Unis, c'est une des questions qui a été posée à son avocat. Il devait être en train de nous dire que s'il utilisait l'armée pour faire un coup d'État, il aurait l'immunité. Puis l'argument de son avocat, c'était, ça dépend des circonstances. Alors, c'est absolument, vraiment, puis c'est pas mon genre, moi, de m'énerver, tu sais, sur Trump, là, je trouve que des fois, mais ce dont je me suis rendu compte, à vraiment faire l'exercice de réécouter son discours en le transcrivant, puis en prenant chacune des phrases qui me choquaient, puis en allant voir quand il l'a dit déjà. C'est un discours où il n'y avait rien de nouveau. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il parle tellement qu'il finit par normaliser dans son discours l'impensable, l'illégal, le catastrophique, pour que le jour où il va s'en servir, on soit... oui, mais ça fait 1 an et demi qu'il en parle. Oui, il le dit. Oui, ça fait 1 an et demi qu'il le dit. Il le dit. Non, c'est vraiment fréquent. Écoute, sur un autre sujet, il y a une entrevue que je vais regarder ce soir parce que ça me touche tout particulièrement. Jacques Gourde. Je me suis fait plaisir. C'est le scandale des scandales! Mais alors, on le connaît, c'est monsieur. C'est un scandale libéral! Puis là, c'est la fin de la lune de miel! Il est revenu aux communes la semaine dernière. Après avoir été absent depuis... la Chambre n'a pas siégé, là, mais le 13 janvier dernier, il y a eu un diagnostic du cancer de la prostate stade 4. Stade 4. Ça, c'est la chronique « Tu passes proche ». C'est la chronique qui n'était pas sûre s'il allait revenir. Mais malgré tout, il a fait campagne. Malgré tout, il est resté, puis il est revenu. Puis je trouve que en politique, on a tellement tendance à critiquer, à invectiver les politiciens que quand il y en a qui vivent des combats, tu sais, personnels comme ça, puis il a été tellement chaleureusement accueilli par ses collègues la semaine dernière, là, même les libéraux riaient, tout le monde était comme que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, tu sais, c'est une bonne idée, à l'entendre nous raconter son combat contre la maladie. Qu'est-ce que ça a changé chez lui comme député et le rôle que jouent maintenant ses petits-enfants dans ces grandes envolées. J'ai très hâte. Écoute, on s'en reparle demain. Oui, je vais regarder ça attentivement ce soir. J'espère qu'il va bien. Oui, Stade il va mieux. 4, mais il m'a raconté, mais il allait pas bien du tout quand il est revenu après l'élection. Parce que sa médication n'était pas ajustée, il s'endormait, tu sais, il était, puis, tu sais, le whip, le chef, il a dit, regarde, va-t'en chez vous, occupe-toi de toi, là, soigne-toi. Puis quand ça ira mieux, tu reviendras. Puis donc, il est revenu la semaine dernière, ce qui n'est pas à 100% encore, là, mais il est content de reprendre du service. Ça, c'est sûr. À quelle heure ce soir? C'est le dernier bloc du bilan, là, donc vers 19h40. OK, je regarde ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Maintenant, la lune de miel du premier ministre est terminée!